En fait, aujourd'hui, je voulais parler comme je dis, si vous écoutez le podcast à temps, c'est quand même assez d'actualité. Donc, à la fin du mois de juillet, qui vient de passer, 2022, il y a eu toutes sortes de publications pour dire, bon, le jour de la Terre est passé. Le jour comment il appelait ça? Le jour du dépassement. Le Earth Overshoot Day. Et là, ça, c'est quoi? C'est cette espèce d'idée que, bon, depuis le 28 juillet cette année, l'humanité a consommé toutes les ressources qu'elle peut produire en un an, puis là, après ça, elle mange ses réserves. Et là, le Global Footprint Network, le GFN, eux, déterminent les dates de ce truc-là depuis 1986. Et là, je me suis dit, bon, c'est quoi ce truc-là? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Le Earth Overshoot Day, tu sais. Ça serait l'idée que, bon, les pays riches utilisent les ressources plus rapidement que les pays pauvres. Les États-Unis, l'Australie, le Canada, etc. Eux utilisent les ressources avant la fin du mois de mars. Puis, mettons, des pays comme Cuba, l'Irak, peu importe. Eux, ça prend presque jusqu'à la fin de l'année. Fait qu'en fait, eux autres sont très moraux. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont très moraux. Le jour du dépassement, c'est fondé sur quoi? C'est fondé en fait sur le concept de l'empreinte écologique. Vous avez tous déjà entendu ça, qui s'est utilisé par les Nations Unies, le Fonds mondial pour la nature, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Tout ça rentre là-dedans. Mais ce concept-là a été examiné en fait par un gars qui s'appelle Michael Schellenberger. Ceux qui écoutent le trio économique, vous n'avez peut-être déjà entendu parler. Je résume un peu c'est qui Schellenberger. C'est un auteur américain qui a fondé l'association Environmental Progress, qui est un genre de think tank en gros en faveur de l'énergie nucléaire. C'est un gars qui a une cinquantaine d'années, début de la cinquantaine. C'est un écologiste. Quand même assez militant, mais c'est un gars qui, au cours de sa vie, a comme évolué, entre autres, sur la question du nucléaire. Il fait partie de ceux qui ont lu mon livre. Je parlais à un moment donné de sortir l'écologie des prophètes de malheur, puis qu'on devrait se concentrer sur ce que moi j'appelais l'écologie positive, d'autres appelleraient ça l'écologie de marché ou whatever. Ce type de personnage-là en fait réellement partie. C'est-à-dire que lui, il va être salué autant par des gens de gauche que des gens plus conservateurs ou libertariens parce qu'il va prôner des solutions qui ne passent pas par la décroissance ou ce genre de trucs-là, mais qui passent plutôt par la croissance, par la création de richesses et, entre autres, dans le cas énergétique, par les centrales nucléaires qui n'émettent pas de GES et qui sont bon, ben dans tout le concept de la carboneutralité, tout ça, ça rentre exactement dans ça. Entre autres, là, vers 2015 ou quelque chose comme ça, il a vraiment milité de manière assez active contre la fermeture de certaines centrales nucléaires, dont en Corée du Sud et je pense même aux États-Unis, là, de mémoire. Certains des militants qui sont autour de lui ou des gens qui sont autour de ces gens-là s'appellent les éco-modernistes, c'est-à-dire une forme d'éco. Je vais y venir après un peu sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire une forme d'écologisme mais positif, qui ne veut pas de retour en arrière, qui ne veut pas d'amish, qui ne veut pas de le temps d'une paix ou ce genre de choses-là. On ne peut pas vraiment accuser le gars d'être spécifiquement quelqu'un de droite, là. Je veux dire, c'est un gars qui s'est toujours réclamé d'une forme de progressisme. D'ailleurs, il a essayé en 2018, il avait lancé l'idée qu'il allait se présenter pour devenir gouverneur de la Californie sous la bannière démocrate. Donc, ça donne un peu l'idée du genre de personnage que c'est. Justement, il a fait publier, je pense, en 2015, un petit manifeste qui s'appelle le Manifeste pour l'éco-modernisme. Donc, ça, c'est en français. En anglais, c'est An Eco-Modernist Manifesto. Là, vous pouvez le downloader. Vous l'avez sur ecomodernist.org. Donc, vous allez le trouver assez facilement en français, en allemand, en italien, dans la langue que vous voulez. Je vous lis juste un petit peu l'introduction. Vous allez voir un peu quel genre de propos il tient là-dedans. Dire que la Terre est une planète humaine devient chaque jour plus vrai. Les humains sont le produit de la Terre et la Terre, à son tour,
est à son tour le produit des humains. Ce que de nombreux experts en géosciences expriment quand ils déclarent que la Terre est entrée dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, l'âge des humains. En tant qu'universitaires, scientifiques, militants et citoyens, nous écrivons ce manifeste animé par la conviction que le savoir et la technologie, appliqués avec sagesse, pourraient permettre que ce soit un bon, voire remarquable Anthropocène. Un bon Anthropocène exige que les humains utilisent leurs capacités techniques, économiques et sociales sans cesse grandissantes pour améliorer la condition humaine, stabiliser le climat et protéger la nature. En disant ça, nous affirmons un idéal du mouvement environnemental de longue date, selon lequel l'humain doit réduire ses impacts sur l'environnement afin de laisser plus de place à la nature, tandis que nous en rejetons un autre, selon lequel les sociétés humaines doivent s'harmoniser avec la nature afin d'éviter un effondrement économique et écologique. Donc, c'est vraiment... Il y a une partie là-dedans qui est foncièrement environnementaliste, écologiste, ça, mais il y a vraiment un renoncement là-dedans à cette espèce d'éco-pessimisme, d'éco-catastrophisme là, qui est malheureusement présent dans tout un large pan du mouvement écologiste. Et là, dans le manifeste, il rappelle tous les progrès en fait, qui ont été réalisés, comme l'humanité qu'au cours des derniers siècles, l'espérance de vie moyenne est passée de 30 à 70 ans, la violence qui connaît un déclin significatif, les libertés politiques et économiques qui sont propagées à travers le monde. Il dit malheureusement, à tous ces affaires-là, il y a un impact négatif. Les économistes diraient qu'il y a une externalité négative. À ça, c'est quoi? C'est que la prospérité humaine qui vient de décrire, donc le progrès de la médecine, sur les maladies contagieuses, il dit globalement, les êtres humains sont passés des régimes autocratiques aux démocraties libérales caractérisées par l'état de droit et l'augmentation des libertés. Ça, tu ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose, il faut revenir à comme on était en 1850 ou je ne sais pas trop. Là. Non. Et lui, il dit, l'impact négatif de ça, l'externalité négative, c'est l'impact que ça a eu sur l'environnement, la faune, la flore, etc. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour régler ça? Il y a des manières. Il y a des manières de régler ça, mais d'abord, mettons sur les constats. Lui, il dit, compte tenu des tendances actuelles, c'est probable que la population humaine atteigne son sommet au cours du siècle et commence à diminuer. Ça, d'ailleurs, c'est les gens qui sont dans les espèces d'apôtres de la décroissance, qui n'arrêtent pas de dire qu'il y a trop de monde sur Terre, on va mourir parce qu'il n'y aura plus assez de terre pour nourrir tout le monde, etc. Et tous les chiffres le montrent. Hein. Quand vous allez sur Orwell Data, ce genre de choses-là, le taux de fécondité descend, en fait, dans la majorité des pays, en fait, dans presque tous les pays industrialisés et même à l'échelle mondiale. Ce qui fait que la croissance de la population va atteindre un sommet d'ici à peu près 2050 de mémoire. Là, j'y vais vraiment de mémoire. Et après ça, ça descend. Ça descend. Donc, c'est pas vrai l'idée que d'ici, je ne sais pas moi, tant de temps, on va être 15 milliards de personnes sur Terre et tout le monde va mourir. Ça n'arrivera pas, là, cette affaire-là. C'est pas ce qui est prévu par aucun démographe sérieux. Puis les tendances, justement, dynamiques là, de la démographie et de l'économie ne montrent pas ça du tout. Là. Il dit aussi là-dedans, pris ensemble, ces tendances signifient que l'impact total de l'humanité sur l'environnement, qui inclut le changement dans l'utilisation des sols, la surexploitation et la pollution, pourrait atteindre son pic, puis décliner au cours de ce siècle, c'est-à-dire au cours du siècle dans lequel on est. En comprenant des processus émergents et en assurant leur promotion, nous avons la possibilité de rendre la Terre à nouveau verte. Donc lui, c'est un optimiste, en fait. Il dit non, si on prend le progrès technologique, l'énergie nucléaire, tous les types d'énergie qui sont facilement utilisables et assez efficaces, qu'on concentre le progrès technique dans tout ce qui est dépollution, ce genre de choses-là, on va y arriver, les amis. Il n'y aura pas 15 milliards de personnes sur une terre dévastée, là, puis avec la chanson des cowboys fringants, là, « Je suis le dernier humain de la terre » avec le bruit de cœur, là, ça n'arrivera pas, là. C'est l'espèce de catastrophisme là, qui est relayé un peu partout. C'est pas à l'ordre du jour. Là. Et ça, c'est un manifeste qui est signé par... C'est pas juste lui qui signe ça. Là.
il y a plusieurs personnes qui évidemment, sont ralliés à ça. Et il conclut, je pense, avec quelque chose d'assez important. Il dit « Nous accordons de la valeur aux principes libéraux de la démocratie, de la tolérance, du pluralisme pour eux-mêmes, et en même temps que nous affirmons qu'ils sont aussi les clés pour réaliser un remarquable anthropocène. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas renoncer à la démocratie, la tolérance, le pluralisme, la croissance économique, tout ce que vous voulez, et régler les problèmes environnementaux. C'est impossible. Sinon, on s'en va vers un genre d'écofascisme. Puis ça, honnêtement, je ne sais pas qui veut ça, mais certainement pas moi, puis pas lui non plus, visiblement. Donc, ça, c'est en 2015. Mais comme je reviens au propos précédent, en 2019, il publie un article dans Forbes, le 29 juillet, en fait, 2019, qui s'appelle « Why Earth Overshoot Day and the Ecological Footprint are Pseudo-Scientific Nonsense ». Donc, si on le traduit dans nos mots, pourquoi le jour de la Terre, le jour du dépassement et l'empreinte écologique sont des absurdités pseudo-scientifiques. Et ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur d'autres affaires, mais c'est basé entre autres sur un article de Linus Plumvix et de Barry Brook qui s'appelle « Does the shoe fit? Real versus Imagined Ecological Footprint ». Donc, il parle là-dedans justement de l'empreinte carbone, tout ce genre de trucs-là. Puis c'est pas basé sur rien. C'est vraiment une étude assez complexe là, sur justement ce concept-là d'empreinte écologique, là, avec plein de références, avec plein d'affaires. Je ne rentrerai pas dans le détail de ça, mais je vais mettre le lien si vous voulez aller lire. Il y a un abstract, c'est quand même assez détaillé. Entre autres, il soulève là-dedans la difficulté de mesurer justement la taille de l'empreinte, si tant est qu'il existe une telle chose. Ils vont dire, par exemple, la biocapacité et l'empreinte de la consommation sont toutes deux converties en une unité foncière abstraite. Là, il explique un peu tout comment ça fonctionne et comment c'est possible ou pas de mesurer cette empreinte-là. Donc, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans dans cet article-là? Je pense que déjà en 2013, il avait publié quelque chose justement sur le calcul de cette empreinte-là. D'ailleurs, en fait, le texte dont j'ai parlé avant, qui est paru dans PLOS Biology, ça a justement été publié le 5 novembre 2013. Donc, ça fait à peu près 10 ans que le gars est sur ce concept-là, puis il essaie de comprendre, bon, c'est quoi l'histoire là, avec le global footprint puis le jour du dépassement. Et dans l'article, parce que l'article de Forbes résume en gros le contenu de l'article scientifique qui a été publié en 2013. Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Ça révèle en gros que 5 des 6 mesures qui composent la manière dont l'empreinte écologique était mesurée par beaucoup de groupes. Donc, ça comprend quoi? Ça comprend l'alimentation, l'activité forestière et les émissions de carbone de l'humanité, etc. Les seules émissions qui sont déséquilibrées là-dedans sont les émissions de carbone. Donc, dans les 5 des 6 variables, 5 des 6 mesures, la seule qui est réellement en déséquilibre, en fait, c'est celle du carbone. Et là, il dit, mais résoudre ce problème, ça ne nécessite pas que les pays riches deviennent pauvres. Ce qui est un peu le message de la décroissance. Je sais que s'il y en a qui nous écoutent sont des apôtres de la décroissance, ils vont dire « Non, mais c'est pas ça qu'on dit, c'est sortir du modèle de la croissance puis aller vers un autre paradigme. » Oui, mais concrètement, ça veut quand même dire produire moins de croissance, etc. C'est quand même à ça que vous arrivez inévitablement. C'est quand Serge Latouche dit « Si tout le monde vivait comme au Burkinabé, on aurait comme des Burkinabés, comme au Burkina Faso, il n'y aurait pas de problème. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça peut pas vouloir dire qu'il faut qu'on se développe, là. Oubliez ça, là. Donc, le rejet du développement, le rejet de la croissance, c'est vraiment pas une solution.
Lui, il dit en fait, il faut simplement se tourner vers des sources d'énergie qui ne produisent pas d'émissions de carbone, idéalement. Puis ça, c'est le processus qu'on appelle la décarbonisation. Euh, il dit en fait, la France et la Suède sont deux pays où les ressources énergétiques sont quand même assez décarbonisées ou décarbonées. Je ne sais pas exactement comment on traduit ça. Et il dit qu'ils ne l'ont pas fait en s'appauvrissant, mais en s'enrichissant grâce à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc, il y a une diabolisation au niveau de certains écologistes de l'énergie nucléaire à cause de la gestion des déchets. Ça, c'est pas un sujet que je maîtrise énormément. Moi-même, je pensais que c'était vraiment un problème, la gestion du nucléaire. Semble-t-il que ça l'est de moins en moins. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qui fait que l'énergie nucléaire fonctionne là, au niveau de la pollution. En gros, comment les créateurs du concept de l'empreinte écologique ont fait pour qu'on passe à côté de certaines choses. Là, il dit en supposant tout simplement que le seul moyen de résoudre le changement climatique, c'était d'accroître la surface des forêts pour absorber toutes les émissions industrielles de carbone. Donc, en d'autres termes, l'empreinte écologique convertit les émissions de dioxyde de carbone en surface d'utilisation des sols et ignore tous les autres moyens d'absorber ou de ne pas émettre de CO2, en réalité. Parce qu'il n'y a pas juste le CO2 et les arbres. Il y a aussi toutes sortes d'autres variables. Ça, c'est dans le texte de Schallenberger. Pire encore, des forêts différentes absorbent le CO2 à des vitesses différentes dans le temps. C'est pas juste il y a un arbre, on fait de la captation de carbone. C'est pas de même que ça fonctionne. C'est plus compliqué. C'est une forêt de conifères, de feuillus, quel type de feuillus, quel type de conifères, quel âge ont les arbres dans cette forêt-là, vieille forêt, jeune forêt. C'est compliqué. Mais l'empreinte écologique telle qui est définie par le Global Footprint Network, là, je ne me souviens plus comment l'acronyme se dit exactement, là, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent arbitrairement un nombre unique pour représenter le taux d'absorption de carbone dans le temps pour toutes les forêts du monde. Ça ne fonctionne pas. Cette méthode-là, en fait, est mieux connue sous le nom de garbage in, garbage out. Et ça, c'est tant des données fausses dans un ordinateur, ben, ça conduit à des résultats faux. Vous n'avez pas le choix. Si vous rentrez des mauvaises données, ben, vous allez avoir un résultat qui est faux. Donc, l'idée, pour calculer l'empreinte écologique, si vous prenez une quantité de CO2, puis vous prenez la quantité d'arbres qu'il y a, puis vous attribuez une valeur X, ben, si cette valeur-là n'est pas adaptée au type de forêt que vous avez, au type d'arbre, au type d'émission, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir des données fausses. Donc, le résultat de l'impact de l'empreinte écologique, ça devrait conduire les pays développés comme les États-Unis, l'Europe, à essayer de vivre comme des Cubains, des Nicaraguayens ou des Burkinabés. Ou bien de reconvertir toutes les vieilles forêts du monde en forêts avec des arbres à croissance rapide. Ça, c'est quand même des solutions assez radicales. Donc, le document de Schallenberger, publié en 2013, a été quand même assez couvert par les médias, notamment par Scientific American, New Science. Je pense que même le journal Le Monde en avait parlé. Mais même si Schallenberger avait expliqué dans cet article-là dont j'ai parlé, dont j'ai mis le lien dans la description du podcast, que 5 des 6 variables qui étaient compris dans le calcul tel qu'entériné par la Commission européenne puis les autres organismes gouvernementaux sur le Overshoot Day, ben, on continue à parler de ça, même si on sait qu'en fait, il y a juste une des variables là-dedans qui a l'air à être pertinente ou qui est vraiment fonctionnelle. Donc, l'empreinte écologique, puis le jour du dépassement de la Terre, ça ressemble un peu à une vision, j'allais dire, néo-malthusienne ou malthusienne des problèmes environnementaux. C'est-à-dire, il y a trop de monde. Si on veut réduire l'empreinte écologique, ben, il faudrait qu'il y ait moins de monde. Parce que là, ça en ferait moins. Il y aurait moins de gens pour polluer, il y aurait moins de gens pour émettre du CO2, etc. Et là, c'est très drôle parce que dans l'article, il dit, ironiquement,
Tu as encore l'ONU aujourd'hui qui préconise l'utilisation de combustibles à base de bois plutôt que le nucléaire. Et là, il dit, dans un rapport des années 80 intitulé Notre avenir à tous, en anglais Our Common Future, les Nations unies dénonçaient vraiment le nucléaire et disaient dans les pays pauvres, si vous pouvez, vous allez juste à utiliser du bois de chauffage. Prenez du bois, chauffez-vous. Sauf que là, les pays pauvres en bois, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il faut qu'ils organisent leur secteur agricole de manière à produire peut-être un petit peu moins de bouffe, mais un petit peu plus de bois pour pouvoir se chauffer avec ça. Mais là, ça pose un problème. Et lui, il dit, c'est quoi cet acharnement-là contre le nucléaire? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, parce que le nucléaire, en fait, si c'est utilisé de manière intelligente dans les pays pauvres, on a moyen, en fait, de fournir de l'énergie à tout le monde sans émettre de gaz à effet de serre, sans sacrifier de terre pour toutes sortes de besoins XY. L'auteur du rapport, ça va peut-être rappeler quelque chose aux gens qui ont à peu près mon âge, c'est un certain monsieur Gro Brundtland. Et moi, je me souviens très bien à l'école, on nous parlait quand j'étais petit, le rapport Brundtland. Le rapport vers Brundtland. Ça, c'était bien important de se ramener à ça. Là. Donc, c'est qui, lui? C'était l'ancien premier ministre de la Norvège. Très ironiquement, devenu extrêmement riche des années plus tôt grâce à des abondantes réserves de pétrole et de gaz. D'ailleurs, ce qu'ils font encore d'ailleurs avec le fonds souverain et toute cette réalité-là. Puis des personnalités comme Brundtland ont défendu là, l'idée que les pays pauvres n'avaient pas besoin de consommer vraiment d'énergie, puis il y avait juste à chauffer au bois, il n'y a pas de problème, on va laisser faire le nucléaire. De toute façon, ils ne sont pas capables de s'en servir, hein, ils ne sont pas assez civilisés ou je ne sais pas quoi. Là. En réalité, la consommation d'énergie est étroitement liée au PIB par habitant. C'est évident que si vous êtes dans un pays riche, la consommation d'énergie ne sera pas la même que si vous êtes dans un pays pauvre, d'où l'importance d'avoir des sources d'énergie plus efficaces, moins polluantes, etc. En fait, il n'y a aucun pays pauvre qui dépend du nucléaire. Bon, tout dépend de d'autres types d'énergie, mais en général, le nucléaire est quand même un luxe que les pays riches ont réussi à faire fonctionner. Et dans le texte de Schellenberger, il dit carrément, là, il dit l'empreinte écologique, ça a à peu près la même valeur scientifique que la théorie de la Terre plate. Là. C'est littéralement un non-sens d'un point de vue scientifique. J'essaie de retrouver la quote là, de la Terre. Le quote dans l'article là, qui dit ça exactement. Je l'ai ici, Michael Schellenberger. L'empreinte écologique, je le traduis dans mes mots, là, l'empreinte écologique a autant de valeur scientifique que l'astrologie et les théories de la Terre plate. Il est temps de traiter l'empreinte écologique comme la théorie pseudo-scientifique qu'elle est. Il dit qu'il n'y a pas de nation riche qui dépend principalement du bois pour l'énergie. Tout comme il n'y a pas de nation pauvre qui dépend principalement des combustibles ou du nucléaire. Et cet article-là, c'est quand même un méchant pavé dans le... C'est drôle parce que la photo choisie par Schellenberger pour le texte, qui date de quand même 3 ans maintenant, là, c'est un gars avec un chapeau d'aluminium. Là. En soi-disant que, en fait, c'est presque une théorie... c'est une théorie complètement farfelue, là. Parce qu'eux, ils vont dire, en fait, cette année, les gens ont utilisé 1,75 terres pour répondre à leurs besoins. Dans le sens qu'à partir du mois de juillet, vous avez pris les ressources que la Terre peut produire cette année, puis après, vous l'hypothéquez, si on veut. Lui, il dit, attendez, là, j'ai examiné, moi, le concept, c'est pas de même pas tout que ça fonctionne. Là. C'est vraiment pas de même que ça fonctionne. Là. Je répète, je le lis dans le texte, nous avons décomposé les 6 mesures qui composent l'empreinte écologique et nous avons constaté que 5 des 6, y compris l'alimentation et la foresterie, étaient soit en équilibre, soit en excédent. Parce que c'est comme ça qu'ils calculent. Si vous êtes dans le négatif, là, arrivé avec on a pris 1,75 terres, c'est parce que vous êtes dans le négatif sur
une série de variables. Et lui, il dit la seule chose là-dedans qui était déséquilibrée, c'est les émissions de carbone de l'humanité, là, ou le CO2 qu'on envoie dans l'air. Mais là, je veux dire, c'est quoi la solution là, à ça? Là? Ben, lui, il pousse assez fort quand même, je dirais, pour que la solution ce soit le nucléaire. Je regarde ces derniers articles qui sont publiés. La flambée des prix du gaz crée de nouvelles opportunités pour l'énergie nucléaire. Lui, il ne comprend pas pourquoi on se prive de tel. Puis honnêtement, comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert du dossier. Est-ce qu'il minimise certaines affaires sur l'impact du nucléaire, sa dangerosité? Je le sais pas. C'est pas vraiment mon dossier. Je ne suis pas un expert là-dedans, comme je vous l'ai dit, là, en toute transparence. Mais il soulève quand même qu'il y a un potentiel énergétique là, qui est à très faible émission, voire à émission nulle, et qu'on s'en prive pour des raisons plus ou moins fonctionnelles. Tu sais, s'il y a des pays qui se chauffent uniquement au fossil fuel, même le charbon. Il disait Coal was the number one source of energy for electricity in Germany in the first half of 2021. Donc en Allemagne, en 2021, imaginez en 2022 avec l'histoire de la Russie, là, la source majeure d'énergie, c'est le charbon. En quel honneur qu'on ne peut pas utiliser le nucléaire si l'alternative, c'est le charbon? Ça ne fonctionne pas, là. Ça ne fonctionne pas du tout, là, cette affaire-là. Il dit la même chose, ça pourrait être la même affaire en Asie, au Bangladesh, au Pakistan, où il dit They are already burning quite a lot of oil for generating power. Now, Energy Market Watch fear that price could rise even more during the winter. Il dit si on se tournait vers l'énergie nucléaire, en fait, on serait libéré un peu de ce genre de contraintes-là ou de ce genre d'énergie. En fait, ce qu'il reproche un peu, je trouve sa perspective intéressante, c'est-à-dire qu'en tant qu'écologiste, ce qu'il reproche à tous ces pays-là qui font du green signaling, puis de l'activisme, puis ils sont dans ils sont dans la carboneutralité, puis toute la patente, c'est qu'en fait, ils ont devant eux une solution et personne ne veut l'utiliser. Ah non, c'est dangereux, ah c'est ci, c'est ça. Et lui, ce qu'il dit, c'est We are cautiously optimistic that the energy crisis will force politicians to reconsider the nuclear energy option. If it doesn't, Germany may soon be forced to choose between a very cold winter and an increasingly cold-powered one. C'est incroyable qu'il ait écrit ça en 2021, alors qu'on n'est peut-être pas encore du tout dans l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, mais il entrevoyait déjà qu'il y avait un problème là-dedans. Vous êtes dépendant, vous avez le gaz des Russes d'un bord, le charbon de l'autre, ben c'est quoi votre problème? Utilisez les technologies qui sont là. En fait, ce genre d'approche écologique-là me semble extrêmement positive. C'est-à-dire que plutôt de dire, ben là, il va falloir que les Allemands baissent le chauffage dans leur maison, puis qu'ils commencent à manger des pousses de bambou, puis à se faire pousser des sprouts dans des serres, là, puis qui commencent à changer leur mode de vie, parce que c'est pas soutenable, ça. Là. Lui, il dit, ben ouais, c'est soutenable. C'est soutenable si vous utilisez les énergies qui sont là, entre autres le nucléaire, qui ne pollue pas, qu'on a maintenant des nouvelles techniques pour la gestion des déchets, qui a ce qu'il faut, là. Puis en plus, il dit, tu as d'autres types d'énergie qui, on a vu avec le marché, la puissance du marché, c'est là l'importance de conserver un genre de force au niveau de la croissance économique, puis surtout pas aller dans le délire par rapport à ça, d'aller dans l'optique de la décroissance. Puis il dit, les experts pointent, to radical decline in the price of solar panel, wind turbine, natural gas and lithium batteries. Donc, dans le fond, il y a des alternatives énergétiques dont le prix s'est, j'allais dire effondré, c'est peut-être un peu fort, mais le prix a décliné. Donc, ça devient de moins en moins cher d'utiliser ces trucs-là à cause justement du marché et de la productivité.
Et lui, ce qu'il dit, c'est que le chauffage, tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir des gens qui font la leçon aux autres sur leur mode de vie, arrêter de manger de la viande, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça, puis de les se virer de bord, puis ils font fonctionner des usines au charbon, là. Ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas du tout, là. C'est carrément irresponsable, là.